Une fondation, c'est d'abord l'intérêt général. Oui. C'est vraiment notre préoccupation que nous partageons tant à la Fondation de l'Avenir qu'à la Fondation Paul Bento, que nous souhaitons en tout cas au niveau de la Fondation de l'Avenir faire porter par l'ensemble des fondations qui sont dans notre environnement. C'est vrai que le terme aujourd'hui est facilement utilisé, on ne le met pas forcément nous en avant, mais intrinsèquement on le porte. Ça pour moi c'est un élément qui a été posé d'emblée lorsque nous avons travaillé sur la Fondation Paul Bento, puisque la question se pose surtout avec le choix des deux thèmes, traumatologie et dépendance. Donc on voit bien qu'effectivement, les préoccupations qu'ils peuvent avoir, mais avec 10 ans, c'est l'avantage de ne plus être dans les intentions, mais de pouvoir déjà faire un premier bilan, au bout de 10 ans, il y a des résultats qui peuvent intéresser, mais l'essentiel de la contribution de la Fondation Paul Bento, au sens noble du terme, et peut-être humble du terme, c'est de l'intérêt général. Quelque part, ce qui est important, et je reprends vos propos, c'est le fait de soutenir des projets qui peuvent paraître... à une époque où on vit beaucoup de sensationnels et de grandes avancées, on fait vivre des gens pendant 1 an sous une tente pour voir s'ils pourraient aller sur Mars. Travailler sur un déambulateur, ça peut paraître complètement dérisoire, complètement accessoire. Si vous avez dans votre environnement des gens qui n'arrivent pas à se mouvoir, vous verrez qu'un déambulateur, c'est fondamental. J'ai la même observation par rapport à des travaux qui ont pu être menés sur des pathologies qu'on rencontre. Dès lors qu'on a des personnes qui sont malheureusement contraintes à être alitées ou autres qu'on rencontre facilement, par exemple, il me revient à l'esprit... les outils anti-escar, des choses comme cela. Ça fera pas rêver au journal de 20 heures, mais c'est pas l'objectif, quoi. On est vraiment dans une philosophie extrêmement pragmatique d'accompagnement de la vie des patients, d'accompagnement de la vie des gens qui sont frappés, que ce soit par la maladie ou par l'accident, et comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Par contre, un des soucis, un des critères que nous avons toujours eus, c'est d'avoir une action qui vient bien faciliter une recherche, faciliter des développements directement bénéficiant aux patients. Aujourd'hui, les vraies avancées reposent sur 2 choses. La capacité à s'engager dans un certain temps et en même temps la capacité à sortir un peu des sentiers battus. Il n'y a pas d'innovation si on ne sort pas un peu des sentiers battus. En même temps, sortir des sentiers battus, c'est une prise de risque. Et c'est là que le comité scientifique est utile parce qu'effectivement, il peut nous dire on peut y aller. On peut mesurer le risque, au contraire, le risque est trop important. Mais si on n'a pas à un moment donné cet éclairage-là, si le comité de gestion ne le porte pas derrière, effectivement, on va passer à côté. Si je prends le travail sur les escars, il est original, tout simplement parce que pour la première fois en France, on a décidé de s'intéresser aux 2 éléments de causalité de l'escar, à savoir le patient, qui lui-même doit être acteur de sa prise en charge, d'où le travail qu'on appelle d'éducation thérapeutique, et puis aussi les soignants. Les soignants, c'est pas uniquement un travail technique, mais c'est aussi un travail d'accompagnement, d'appropriation, d'acculturation vis-à-vis du patient. À chaque fois, c'est séparé, et c'est vrai que ce programme a été, dans son domaine, le premier en France, qui visait à avoir une démarche concomitante, action soignante, éducation thérapeutique. Si on veut qu'effectivement les patients, lorsqu'ils reviennent tous à leur domicile, lorsqu'ils ne se retrouvent plus dans ce que j'appellerais le cocooning hospitalier, puissent aussi participer à leur prise en charge, il faut qu'ils aient profité du temps hospitalier pour apprendre à se prendre en charge. Et si on ne forme pas les professionnels, si même déjà on ne les acculture pas à cette dimension, ceci n'est pas pris en compte. Et on va revoir effectivement des patients qui vont faire des escars relativement importants, qui vont revenir, qui vont demander des prises en charge de plus en plus lourdes. Ce projet, qui a été initié par une structure mutualiste, qui a eu l'énorme mérite de dépasser les structures mutualistes pour être portées par quasiment tous les grands établissements de soins de suite qui existent en France et qui sert aujourd'hui de référence. Alors, des travaux sur le ligament croisé antérieur, eux peuvent, au-delà même, avoir une répercussion qui intéressera tous nos collègues de la mutualité française. C'est une répercussion d'économie sur les coûts du diagnostic en la matière, et donc sur les comptes de la Sécu. Et là, pratiquement, on arrive à boucler la boucle. Ça, c'est le bon exemple. Ce n'est pas forcément, paradoxalement, une grande recherche technologique. C'est au plus près, au service d'urgence, la capacité à identifier s'il y a lieu ou non
Et donc de se poser la question à travers un questionnaire qu'on va devoir évaluer, s'il faut une IRM ou pas une IRM. Aujourd'hui, la pratique courante, systématisation de l'IRM. On voit derrière combien ça coûte à la société, combien ça embolise les plateaux techniques qui à ce moment-là n'utilisent pas l'IRM pour d'autres besoins qui pourraient être relativement importants, et comment derrière, bien entendu, lecture, appréciation, ça mobilise du temps médical. Et là, on a une démarche qui est portée par les médecins. J'y tiens énormément parce que je ne crois pas à un progrès médical qui ne partirait pas d'initiative médicale. Là, je pense qu'il y aura un impact sur les pratiques. Sure. Et je crois que là aussi, l'impact, il va être pour le corps médical, pour les praticiens, il sera pour les patients. Et puis il sera aussi pour la société, parce que derrière, effectivement, il y a potentiellement quelques économies.